Très bien. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée à la préparation intensive du concours de l'IA. Donc là, on va corriger l'épreuve de 2022, n'est-ce pas, l'épreuve de 2022 que vous voyez ici, qui est l'épreuve du master professionnel en actuariat. Donc, le master professionnel en actuariat, c'est la troisième ou la quatrième promotion de l'IA. Et puis, l'épreuve est constituée d'un sujet de mathématiques que vous voyez là. Vous pouvez bien le lire. D'accord, vous pouvez bien le lire. Épreuve de mathématiques, durée 3 heures. Yaoundé. Euh, donc, l'épreuve comprend un premier exercice. Un premier exercice qui est consacré à l'algèbre et les matrices. Un deuxième exercice qui concerne l'analyse mathématique sur 6 points et demi. Un troisième exercice sur les probabilités, n'est-ce pas? Sur les probabilités, les lois. Et un quatrième exercice sur euh, l'étude des fonctions. 4 points. Donc, on va commencer par l'exercice 1, le premier exercice, sans plus tarder. D'accord? Donc, exercice 1. Donc, on va prendre ce stylet. On va commencer par l'exercice 1. OK. Alors, que dit la première question? La première question dit que montrer que si f est un endomorphisme de E, alors le carré de f est contenu dans le carré de f carré, qui est contenu dans le carré de f au cube, ainsi de suite. Et aussi que l'image de E, f de E, est contenue dans l'image de E par f carré, qui est f rond f. En espace vectoriel, en algèbre, lorsqu'on écrit f carré, il faut savoir que ça veut tout simplement dire f rond f. D'accord? Donc, pour démontrer ça, nous allons procéder normalement. En principe, on peut démontrer ça par récurrence, hein. Il suffit de montrer, par exemple, pour montrer que ker de f, n'est-ce pas, est contenu dans ker qui est le noyau de f au carré, n'est-ce pas, qui est contenu dans ker de f au cube, qui est contenu ainsi de suite. Il suffit de montrer que ker de f puissance k, n'est-ce pas, est contenu dans ker de f puissance k plus 1, quel que soit k dans n. Donc, c'est ce qu'il faut démontrer à ce niveau. On rappelle que le carré de f, c'est quoi? Le carré d'une application linéaire. Donc, on rappelle que le carré de f, c'est l'ensemble des vecteurs de E tels que l'image par f donne quoi? Donne le vecteur nul de E. C'est ça le carré, le noyau. D'accord, on peut encore noter ça n de f. Donc, pour démontrer ça, on va commencer par l'initialisation. L'initialisation, on va démontrer ça par récurrence. Donc, pour k égale à 1, nous allons démontrer d'abord que ker de f est contenu dans ker de f au carré. Donc, pour faire ça, on va dire soit x qui appartient à ker de f. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si x appartient à ker de f? Ça veut tout simplement dire que f de x égale à quoi? Égale au vecteur nul de E. D'accord? Donc, ça veut dire que f carré de x est égal à quoi? Est égal à f de x
d'accord, qui est égal à f de l'ensemble vide de E. Pourquoi? Tout simplement parce que f de x, c'est l'ensemble vide de E, ce qui est égal à le vecteur nul, pas l'ensemble vide, ce qui est égal au vecteur nul de E, parce que f est une application linéaire. Donc, on vient de montrer que euh, ça veut dire quoi? On vient de montrer que f carré de x égale au vecteur nul de E. Ça veut dire tout simplement que x appartient aussi au quai de qui? Au quai de f carré, n'est-ce pas? Donc, ça permet de conclure que le quai de f, le noyau de f, est contenu dans le noyau de f au carré. D'accord? Donc, ça c'est la première, ça c'est l'initialisation. Maintenant, si on montre l'hérédité, d'accord, si on montre l'hérédité, parce que la récurrence c'est deux choses, l'initialisation et l'hérédité. Donc, on va montrer l'hérédité ici. Hérédité, on va dire soit k supérieur à 1, supposons que x appartient à ker de fk, n'est-ce pas? Et montrons que x appartient aussi à qui? X appartient aussi au ker de f puissance k plus 1. Non. Alors, ça sera à peu près la même chose, hein. On va tout simplement dire que x appartient à ker de f. Veut dire quoi? Veut dire tout simplement que à ker de f puissance k, autant pour moi, ça veut dire que f k de x est égal au vecteur nul de E. Ça veut donc dire que si on calcule f k plus 1 de x, c'est égal à f de qui? De f k de x, tout simplement, qui est égal à f de l'ensemble vide du vecteur nul de E, qui est égal au vecteur nul de E. Tout simplement parce que, par hypothèse, fk de x est égal à vecteur nul de E. D'accord? Donc, ceci nous permet de conclure que, tout simplement que x appartient aussi à ker de f puissance k plus 1. Donc, ça permet donc de montrer la première propriété. La deuxième propriété, on veut montrer que dans la deuxième propriété, donc, disons que la question a deux volets. Sur le premier volet, on va appeler ça petit a. Le deuxième volet de la question, c'est petit b. Petit b, on dit montrons que quoi? Alors, on va montrer que f de E contient f carré de E qui contient f cube de E, ainsi de suite. D'accord? On va montrer que f de E contient f carré de E, c'est-à-dire f rond f de E, qui contient aussi f cube de E, ainsi de suite, qui contient fk puissance k de E, qui contient ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'il faut montrer. Donc, on va prendre tout simplement, pour faire ça, on va faire directement. On va dire que, on va considérer soit un x appartenant à fk de E avec k
qui est un entier naturel, et k supérieur ou égal à 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que si x appartient à fk de E, ça veut tout simplement dire qu'il existe un A dans E tel que x, attendez, il existe un K dans E, ok, il existe A dans E, donc si x appartient à l'image de E par fk, ça veut dire qu'il existe A dans E tel que x là soit égal à fk de A, d'accord, qui est encore égal à f k-1 de f de A, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, on vient de montrer que x est égal à f k-1 de f de A. Donc, si on pose par exemple B égale à f de A, ceci veut tout simplement dire que x est égal à 1 f k-1 de B. Or, si x égale à f k-1 de B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x appartient à f k-1 de E. D'accord? Donc, regardez ce qu'on vient de montrer. On vient de montrer que si x appartient à fk de E, n'est-ce pas? Alors, x appartient aussi à fk-1 de E. C'est ce qu'on vient de montrer. Et ceci permet donc de conclure que fk de E est contenu dans fk-1 de E, tout simplement. Ça, c'est quel que soit k supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire pour tout k supérieur ou égal à 2. D'accord? Donc, ça permet donc de conclure que si pour tout k, on a fk qui est contenu dans fk-1, ça veut dire quoi? On a donc, disons, fk de E qui est contenu dans fk-1 de E qui est contenu dans fk-2 de E qui est contenu, qui est contenu dans f cube de E qui est contenu dans f de E, f carré de E autant pour moi, qui est contenu dans f de E. Et ça permet donc de démontrer le deuxième volet de la question. D'accord? Ok. Donc, la deuxième question on dit, ok, on est là. La deuxième question, c'est ça. Réduire, c'est-à-dire diagonaliser la matrice M. Donc, diagonaliser ou triangulariser. Donc, diagonaliser ou trigonaliser la matrice M. On demande de réduire ça. Donc, pour faire ça, c'est très simple. On va tout simplement calculer ce qu'on appelle le polynôme caractéristique. Donc, on va essayer de séparer notre feuille. Donc, deuxième question. On a dit réduire la matrice. Alors, la matrice M égale, comment ils ont écrit la matrice là? Alors, voici la matrice M. 0, 0, moins 2, 1, 0, 3, 0, 1, 3. Donc, on va reprendre la matrice ici. Dans la matrice M, c'est 0, 0, moins 2, 1, 0, 3. Et enfin, 0, 1, 0.
Donc, si on dit de réduire la matrice M, ça veut dire qu'on va calculer le polynôme caractéristique de M. Donc, Px de M qui est au déterminant de M moins Xi. Ce qui est égal à quoi? Au déterminant de moins X. 0, moins 2, 1, moins X. 3, 0, 1 et moins X. D'accord? Ok, donc, ce déterminant-là, on va le calculer. On va calculer selon la première ligne. Selon la première ligne. Donc, ça va faire moins X fois le déterminant de 0, moins 2, moins X. 3, n'est-ce pas? Plus moins 1, fois le déterminant. On a d'abord pris première ligne, première colonne. On est resté avec ça. En première ligne, première colonne, on reste avec ça. Oui, première ligne, première colonne, on reste avec ça, ok. Donc, il y a une petite erreur. C'est plutôt... si on prend première ligne, première colonne, le point de rencontre, c'est moins X. On va rester avec moins X. 3, d'accord. 1 et moins X. Ensuite, on prend première ligne, deuxième colonne. Ça fait moins 1. En première ligne, deuxième colonne, on reste avec 0, moins 2, 1, moins X. Et enfin, troisième ligne, première colonne, c'est 0. Très bien. Donc, lorsqu'on va calculer ça, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver moins X, facteur de X carré, moins 3. D'accord? Moins 2. Donc, ça va faire... Attention. Oui, ça fait X carré, moins 3. Oui, donc ça va faire moins X au cube plus 3X moins 2. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que 1 est une racine évidente. Donc, on peut dire que c'est encore égal à moins facteur de X moins 1. Alors, ça fait moins facteur de X moins 1 si on divise par X moins 1. Facteur de... Nous avons également qui? Nous avons moins 2 qui est aussi racine. Moins 2, ça fait... Ouais. Facteur de X plus 2. Il y a encore... Ok. 1 est racine double. Ça fait X moins 1 au carré. D'accord. Ça fait X moins 1 au carré. Très bien. Donc voilà le polynôme caractéristique. Pm de X. C'est égal à moins facteur de X moins 1 au carré. Facteur de X plus 2. Donc si on résout ça égal à 0, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que X égale à 1 ou X égale à moins 2. Donc les valeurs propres sont lambda 1 égale à moins 2 et lambda 2 égale à 1. Lambda 2 qui est une valeur propre double parce que le degré de multiplicité de x moins 1 c'est 2. Donc on a donc une valeur propre double. Maintenant on va chercher ce qu'on appelle les sous-espaces caractéristiques. Donc on cherche les sous-espaces caractéristiques. C'est ça la procédure hein, pour calculer
Pour réduire une matrice, on calcule les valeurs propres, on cherche le sous-espace caractéristique pour identifier quels sont les vecteurs propres de la matrice. Donc, pour trouver dans les sous-espaces caractéristiques, commençons par moins 2. Donc, si on prend U de coordonnées X, Y, Z appartenant au sous-espace caractéristique, de 2 qu'on va appeler, ça comment? On peut l'appeler E indice 2, E indice moins 2, qui est égal à quoi? Est égal au quai de M, n'est-ce pas, plus M moins lambda I, M moins lambda 1I, c'est-à-dire ker de M plus 2I. Alors, si on calcule M plus 2I, qu'est-ce qu'on obtient? M plus 2I, on va obtenir, si on remplace, ça va faire directement 2, 0, moins 2, 1, 2, 3 et 0, 1, 2. Donc, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a M plus 2I multiplié par U égale au vecteur nul de E. Parce que U appartient au sous-espace caractéristique E-2. Ceci devient quoi? Ça va donner le système d'équation suivant. 2x plus y égale à 0. 2y plus z égale à 0. Et enfin, moins 2x plus 3y plus 2z égale à 0. Donc, ici, si on fixe une valeur, fixons par exemple, qu'est-ce qu'on peut fixer? Si on prend... Alors, si on fixe quelle valeur? Donc, ok. Donc, si on fixe par exemple x égale à lambda, on fixe x égale à lambda, qu'est-ce que y va donner? Y va donner moins 2x qui est égal à moins 2 lambda. D'accord? Et z va donner quoi? Z va donner moins 2y, n'est-ce pas, qui est égal à 4 lambda. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un système paramétrique, c'est-à-dire l'équation d'une droite dans l'espace x égale à lambda, y égale à moins 2 lambda, et enfin, z égale à quoi? Z égale à 4 lambda. Ça veut donc dire que le ça c'est une droite vectorielle. On va appeler par exemple V1 qui est égal à le vecteur 1, moins 2, 4, n'est-ce pas? Ça c'est le vecteur directeur, vecteur propre associé à moins 2. C'est le vecteur propre associé à moins 2. Pareil, ici, on fait pour 1. Cherchons le sous-espace caractéristique associé à 1. Donc, on cherche E1. E1, c'est le sous-espace caractéristique associé à 1. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'un vecteur V de coordonnées X, Y, Z appartient à E1 si et seulement si, M moins lambda 2 c'est 1, hein, moins lambda de I fois V égale au vecteur nul de E. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que
M moins lambda 2 c'est combien? On va dire que lambda 2 c'est 1. Donc M moins I. M moins I fois V est égal au vecteur nul de E. Alors il faut calculer M moins I. Quand on calcule M moins I et qu'on remplace, on va obtenir quoi? On va obtenir la matrice moins 1, 0, moins 2, 1, moins 1, 3 et 0, 1, moins 1. En fin de compte, si on calcule donc si on résout l'équation M moins I fois V égale au vecteur nul, qu'est-ce que ça implique? Ça va donner le système moins X plus Y égale à 0, moins Y plus Z égale à 0, et enfin moins 2X plus 3Y moins Z égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a X égale à Y et Y égale à Z. Et l'équation du bas est vérifiée. On aura moins 2X plus 3X parce que X égale à Y et moins X qui donne bien 0. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le vecteur X égale à Y égale à Z. Ça veut dire que le vecteur V peut s'écrire encore comme ça pour coordonner X, Y, Z. Ça peut encore s'écrire sous la forme X, 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 c'est-à-dire X multiplié par 1, 1, 1. Vous voyez que E2, le sous-espace associé à 1, est aussi le sous-espace engendré par le vecteur de coordonnées 1, 1, 1. C'est une droite vectorielle, n'est-ce pas? C'est une droite vectorielle. Bon, comme c'est une droite vectorielle, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, regardez ce qu'on a trouvé. On a trouvé que la première valeur propre, c'est lambda 1 égale à moins 2. Et le premier vecteur propre, on va appeler ça V1 égale à, c'était combien? C'était 1 moins 2, 4. C'est 1 moins 2, 4. La deuxième valeur propre, lambda 2, c'est 1. Et le vecteur propre associé, c'est V2 égale au vecteur 1, 1, 1. Donc, voilà ce qu'on trouve. Mais qu'est-ce que ça nous indique, ce résultat? Ça nous indique tout simplement que la matrice n'est pas diagonalisable. D'accord? Ceci nous amène à conclure que matrice M n'est pas diagonalisable. D'accord? On va donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va la triangulariser, c'est-à-dire que on va essayer de trouver une matrice triangulaire qui lui est semblable. D'accord? Donc, pour ce faire, on va dire ici triangularisons M. Bon, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement trouver un vecteur V3 tel que la famille V1, V2, V3 fasse quoi? Forme une base de R3. D'accord, tout simplement. Donc, si on prend par exemple V3 égale, bon, c'est au hasard, vous pouvez prendre n'importe quel vecteur, 0, 0, 1. Si on prend V3 de la forme 0, 0, 1, d'accord, qu'est-ce qu'on a? Si on veut vérifier que ça c'est bel et bien une base,
On va calculer le déterminant de la famille V1, V2, V3. Qu'est-ce que ça va donner? Ce déterminant-là va donner V1, c'est 1, moins 2, 4. V2, c'est 1, 1, 1. Et V3, c'est 0, 0, 1. Vous voyez qu'il y a les zéros. Il y a les zéros sur la dernière colonne. Donc, on va calculer ce déterminant en développant suivant cette colonne. On va voir que ça va faire le déterminant de moins de 1, moins 2, 1, 1, ce qui est égal à 3, qui est différent de 0. D'accord? Donc, on a bien V1, V2, V3, qui est une base, n'est-ce pas? Former une base. Très bien. Si on considère donc la matrice, on va encore séparer notre feuille. Donc, si on considère la matrice, attendez, je vais mettre ça à 100%. Considérons la matrice P, qui est la matrice formée des vecteurs V1, V2, V3, chacune sur une colonne, c'est-à-dire la matrice de tout à l'heure que nous avons calculée, c'est-à-dire cette matrice-ci. D'accord? Ça fait 1, moins 2, 4. Matrice 1, moins 2, 4. 1, 1, 1, 0, 0, 1. Donc, on considère cette matrice. Et si on calcule la matrice P-1, la matrice inverse de P, la matrice P-1, bon, vous savez calculer, ça va faire 1 tiers, 2 tiers, moins 2, moins 1 tiers. Bon, moi, je l'ai déjà calculé, 1 tiers, 1, et enfin 0, 0, 1. Vous pouvez juste vérifier qu'en faisant le produit des deux, vous trouvez l'identité. D'accord? Faisant le produit des deux, vous trouvez bel et bien l'identité. Donc, si on considère cette matrice, et puis on calcule la matrice T égale à P-1 M fois P, alors vous avez T qui est une matrice triangulaire. On passe à la question suivante. C'est la question 3. La question 2B. La question 2B, on déduit la solution générale de l'équation différentielle du troisième ordre en Y. Okay, donc, c'est cette équation différentielle qu'on veut résoudre. C'est Y troisième moins 3Y prime plus 2Y égale à 0. Donc, on passe à la question 3B. Dans la question 3B, résolution de l'équation Y seconde, Y troisième plus 3Y prime plus 2Y égale à 0. Juste pour se rassurer que c'est ça. Donc, on a, est-ce que c'est Y troisième moins 3Y prime? C'est moins 3Y prime. Encore, donc ici c'est moins 3Y prime. Moins. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
On va transformer ça en un système différentiel. On va transformer ça dans un système différentiel. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? Transformation en système différentiel. D'accord. Ok, pour transformer ça en système différentiel, on va poser y1 égale à y. Ensuite, on va poser y2 égale à y'. D'accord. Et y3 égale à y seconde. Donc, on considère ces trois fonctions. Et on pose grand Y égale au vecteur y1, y2, y3. Très bien. Qu'est-ce que ça devient? Si on calcule la dérivée de y, n'est-ce pas, par rapport, si on suppose que ce sont des fonctions de x ou bien de t, comme on veut, par rapport à t, ça va faire la dérivée de chacun. d de y1 par rapport à t, d de y2 par rapport à t, et d de y3 par rapport à t. Voilà. C'est donc égal à y1', y2', y3'. Ok. Maintenant, y1' c'est combien? y1' c'est y'. y2' c'est y seconde. Et y3' c'est y troisième. D'accord? Donc, si vous calculez y1', ça fait y'. y2' ça fait y seconde. Donc, qu'est-ce que ça donne? C'est égal à y' c'est y2, y seconde c'est y3, et enfin y troisième, regardez, si on tire y troisième ici, c'est égal à 3y' plus 2y, c'est-à-dire moins 2y, autant pour moi, moins 2y ici, c'est-à-dire ça va faire 3y', donc 3y2, 3y2, oui, 3y2, oui, puisque y' c'est y2 et y c'est y1, donc moins 2y1. D'accord. Moins 2y1. On va remplacer ici 3y2 moins 2y1 à mon système différentiel. Je peux encore écrire ça comme ceci. Je peux encore écrire ça comme ceci, sous forme matricielle. Je dire que c'est 0y1 plus y2 plus 0y3. Ensuite, 0y1 plus 0y2 plus y3. Et enfin, moins 2y1 plus 3y2 plus 0y3. Très bien. Ça va donc donner 0, 0, moins 2, 1, 0, 3, et enfin 0, 1, 0. Le tout multiplié par le vecteur y1, y2, y3. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ça donne tout simplement, ça c'est la matrice M. Ça c'est la matrice M, ça c'est le vecteur Y. Donc, on a donc dy par rapport à t est égal à my. Ça c'est donc
le système différentiel écrit sous forme matricielle. D'accord, donc la question c'est comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce système une fois qu'on l'écrit sous forme matricielle. Ceci, pour faire ça, on va poser, posons y égale à pz, p qui est le polynôme de tout à l'heure là, d'accord, avec p qui était le polynôme, si je me rappelle bien, c'était 1 moins 2, car 1, 1, 0, 0, 1. C'était ça le polynôme p. Qu'est-ce que on peut aussi poser que z, c'est le vecteur des fonctions z1, z2, z3. Si on calcule donc, si on reprend l'écriture dy par rapport à t égale à my, on remplace y par sa valeur, ça va faire d de pz par rapport à t qui est égal à m fois pz. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient p fois dz sur dt est égal à mp fois z. Ça veut donc dire que dz sur dt est égal à p moins 1 mz, mp, autant pour moi, le tout multiplié par z, d'accord? Et vous voyez que cette écriture ici représente quoi? Elle représente t. Donc c'est égal à tz. Donc, voilà ce qu'on obtient comme écriture. On obtient que dz par rapport à t est égal à matrice t fois z. C'est-à-dire, on aura dz sur d qui est égal à dz par rapport à dz2 par rapport à t, dz3 par rapport à t. Donc ça c'est le vecteur dz sur d qui est égal à la matrice m, la matrice t autant pour la matrice t c'est moins 0, 0, 0, 0, d'accord. Ensuite, moins 1 tiers, moins 1 tiers, 1 tiers, moins 1 tiers, 1 tiers, 1, autant pour moi. 1 multiplié par, bon, on va bien écrire le 1. Multiplié par Z1, Z2, Z3. Juste pour rappel, hein, la matrice T, ceci représente la matrice T. Ça représente la matrice T. On va appliquer ceci. Très bien. Donc ça c'est la matrice T. Ok. Donc, c'est-à-dire que ça va donner quoi comme système? Ça va donner le système suivant. dz1 par rapport à t est égal à moins 2 z moins 1 tiers de z3. Ensuite, dz2 par rapport à t est égal à z2 plus 1 tiers de z3. Et enfin, dz3 par rapport à t est égal à z3. Ceci permet de dire, on va commencer par calculer z3. Regardez cette écriture ici. Cette écriture ici veut dire que c'est comme si on a l'équation y' égale à y. Ça veut dire que y est égal à lambda exponentielle de x. Donc ceci permet d'écrire que
Z3 égale à lambda, on va dire lambda 3 exponentielle de x, d'accord? Et si on remplace ça dans l'équation 2, on aura dz2 par rapport à t moins z2 est égal à 1 tiers de lambda 3 exponentielle de x. Donc ça, c'est une équation pour résoudre cette équation. Pour résoudre cette équation, on peut encore l'écrire comme ceci. Ceci peut encore s'écrire z2' moins z2 égale à 1 tiers de lambda 3 exponentielle de x. Donc ça, c'est une équation différentielle du premier ordre avec second membre. D'accord? Si on résout l'équation sans second membre, l'équation homogène, l'équation sans second membre donne quoi comme solution? L'équation sans second membre, c'est z2' moins z2 égale à 0. Donc, si on résout ça, on aura z2 homogène, la solution homogène. On va appeler z2h est égal à lambda 2 exponentielle de x. D'accord? On a donc lambda 2 exponentielle de x. Maintenant, si on applique la variation des constantes, on va trouver que une solution particulière, z2 particulier, c'est lambda 3 fois 1 tiers de x exponentielle de x. Donc, c'est-à-dire lambda 3 sur 3 par x exponentielle de x. Donc, la solution générale z2, c'est z2 homogène plus z2 particulier, ce qui est égal à lambda 2 exponentielle de x plus lambda 3 sur 3 x exponentielle de x. Donc, voilà z2. Donc, on peut faire pareil. On peut faire un raisonnement pareil pour z1. On sait que l'équation-ci, cette équation-ci, si on l'écrit le bas, ça peut s'écrire z1' moins 2z1 plus 2z1 autant pour moi est égal à moins 1 tiers de z3, c'est-à-dire de lambda 3 exponentielle de... Il est où lambda? Z3, c'était qui encore? Z3, c'est lambda 3 exponentielle de x. Voilà. Lorsqu'on résout aussi de manière analogue, hein, on va trouver que la solution homogène, Z1 homogène, c'est égal à lambda 1 exponentielle de moins 2x. Et Z1 particulier, c'est égal à, si on calcule bien, ça va donner moins lambda 3 sur 9 exponentielle de x. Donc, Z1 qui est égal à Z1 homogène plus Z1 particulier, solution homogène plus solution particulière, ça va donner lambda 1 exponentielle de moins 2x moins lambda 3 sur 9 exponentielle de x. Donc, si on remarque bien, on peut donc trouver les solutions y. Qu'est-ce qu'on peut constater? À quoi est égal à y1? Parce que c'est y1 qu'on cherche. N'oubliez pas, ce qu'on cherche, c'est y, donc y1. Voici ce qu'on cherche ici. Y, solution de l'équation. Ce qu'il faut remarquer, c'est que
Ok. On sait que le vecteur de cette couleur, le vecteur y est égal à pz. Ça veut dire quoi? y1, y2, y3 est égal à p. Le vecteur p c'est 1, moins 2, 4, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, fois z, c'est-à-dire z1, z2, z3. Ce qui va donner combien? Ça veut dire que si on calcule par exemple la première composante, y1, c'est égal à z1 plus z2, tout simplement. Donc, la solution y1, qui est y qu'on cherche, est égale à z1. Oui, z1, voilà z1, c'est lambda 1 exponentielle de moins 2x, moins lambda 3 sur 9 exponentielle de x, plus z2. Z2, il est où? C'est lambda 2 exponentielle de x, plus lambda 3 sur 3, x exponentielle de x. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver en fin de compte? On va trouver lambda 1 exponentielle de moins 2x plus... alors, si on mélange ça, ça et ça donne quelque chose de la forme ax plus b, tout fois exponentielle de x. Donc, voilà la solution finale. D'accord? Ça veut dire que notre solution recherchée, c'est y égale à lambda exponentielle de moins 2x plus ax plus b exponentielle de x, avec lambda, a et b étant des nombres réels. Voilà, c'est terminé pour ce premier exercice. Enfin, je crois. Ce premier exercice, non, c'est pour la deuxième question, c'est terminé, d'accord. Donc, on va passer à la question suivante. Très bien, donc, la troisième question de l'exercice 1. Alors, que dit la troisième question? On dit soit P est l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels et une application de P dans P définie par U de P égale à x moins A, tout facteur de P' de x plus P' de A, moins 2 facteur de P de x moins P de A, quel que soit P dans P, où A est un réel fixé. Déterminer le noyau K de U, quelle est sa dimension? Donc, peut-être on va directement dans l'exercice. On dit que U c'est une application de P vers P qui a tout polynôme associé U de P égale x moins A, donc égal à x moins A, tout facteur de P' de x plus P' de A, n'est-ce pas, moins 2 facteur de P de x moins P de A. Donc, moins 2 facteur de P de x moins P de A. Donc, voilà P. Première question, on dit déterminer le noyau de U, K de U, n'est-ce pas, et sa dimension. La dimension de K de U. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que on va considérer soit P appartenant au noyau de U, n'est-ce pas? Ça veut dire que U de P égale à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut ça traduit donc? Ça traduit donc prendre le rouge. Ouais, ça traduit donc que on aura x moins A tout multiplié par P' de x plus
P' de A. Tout ça, moins 2 facteur de P de X moins P de A égale à 0. Donc, si on regroupe les termes en X d'un seul côté, ça veut dire qu'on aura X moins A, tout multiplié par P' de X moins 2P de X, tout ça égale à moins facteur de X moins A, tout fois P' de A, c'est pas moins 2P de A. Voilà l'équation que ça nous donne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, c'est une équation différentielle qu'on peut écrire comme ça. X moins A. Bon, je vais écrire les X majuscules présentement. Fois P' de X moins 2P de X égale, ouais, le second membre est de la forme moins X moins A fois 1 alpha moins 2 bêta. D'accord? Avec alpha qui est P' de A et bêta qui est P de A. Très bien. Donc, maintenant, ça, c'est une équation différentielle. Ça, c'est une équation différentielle qu'on va résoudre de manière classique. Hein. On va trouver d'abord la solution homogène. Donc, c'est l'équation sans second membre. D'accord? C'est la solution de l'équation sans second membre. Comment on fait ça? Donc, on va résoudre l'équation x moins a fois p' de x moins 2p de x égale à 0. Donc, ça, c'est une équation classique. Hein. Ça veut dire qu'on aura l'équation, on n'a pas encore s'écrit p' de x sur p de x est égal à quoi? 2 sur x moins a. D'accord? On aura donc ln, le valeur absolue de p de x est égal à 2 ln de valeur absolue de x moins a, c'est-à-dire ln de x moins a au carré, plus une constante, plus lambda si on intègre moment, en passant à l'exponentielle, on aura une valeur absolue de p de x égale à exponentielle de lambda fois exponentielle de ln de x moins a carré, c'est-à-dire un θ multiplié par x moins a carré, c'est-à-dire que on aura epsilon fois p de x est égal à θ fois x moins a au carré avec epsilon qui est plus ou moins 1. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça nous donne que p de x est égal, on va appeler ça p de x homogène, pour dire la solution homogène, est égal à un gamma, bon, égal à θ sur epsilon fois x moins a au carré, ce qui est égal à un gamma fois x moins a, le tout au carré. Donc ça, c'est la solution homogène. Maintenant, il faut trouver une solution particulière. D'accord? Très bien. Attends. Ok. Donc, pour trouver une solution particulière, ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on appelle la méthode de variation des constantes. Donc, on a la solution homogène de P, c'est un gamma facteur de x moins a au carré. Donc, si on veut trouver
une solution euh, comment je veux dire, une solution particulière de cette équation. Euh, on utilise la méthode des variations de constantes. Donc, on suppose que gamma est une fonction de x. Donc, on cherche un polynôme solution particulière qu'on va appeler p étoile de x qui serait égal à 1 gamma de x multiplié par x moins a au carré. Donc, en faisant ça, on va trouver que la solution finale sera p de x plus p étoile de x. Donc, ça sera la solution p de x. Après la méthode de variation de constante que j'ai faite, on va trouver quelque chose de la forme k1 plus k2 facteur de x moins a plus k3 facteur de x moins a au carré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que le caire de u, c'est l'ensemble des polynômes de la forme k1 plus k2 facteur de x moins a plus k3 facteur de x moins a au carré avec k1, k2, k3 des constantes réelles. D'accord? On peut voir que c'est encore le sous-espace engendré par les vecteurs 1, x moins a et enfin x moins a au carré. Ok. Donc, voilà la réponse. C'est un sous-espace de dimension 3. Donc, dimension de caire de U égale à 3. Très bien. On passe à la question suivante. Déterminer l'image IMU de U. On rappelle que la solution générale d'une équation différentielle de la forme x moins a fois f' de x moins 2f de x égale à g de x moins 2c1 moins c de x moins a avec c inséré de constantes est de la forme x moins a au carré intégrale de 0 à x de g de t sur t moins a au cube dt plus c1 plus c2 x moins a plus mu x moins a au carré. Donc, on demande donc de déterminer l'image de U. Ok. Donc, pour déterminer l'image de U, ok, donc on est à la deuxième question. Ok. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que Q, un polynôme Q appartient à image de U. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe P, n'est-ce pas, dans P, l'espace vectoriel des polynômes, tel que Q là est égal à U de P, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que Q de X est égal à U de P, c'est-à-dire X moins A, tout multiplié par P' de X moins plus P' de A, tout ça moins 2 facteur de P de X moins P de A. Très bien. Donc, si on transforme ça en équation différentielle, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner X moins A, tout fois P' de X moins 2P de X moins 2P de X égale Q de X moins X moins A fois P de X et enfin fois P de fois P' de A, hein, fois P' de A fois P' de A moins 2
P de A. Donc voilà l'équation différentielle qu'on trouve, c'est-à-dire que c'est une équation de la forme x moins a, p' de x moins 2 p de x égale à combien? Égale à q de x moins alpha de x moins a moins 2 bêta. D'accord? Donc d'après ce qu'ils ont donné, ils ont dit que lorsqu'on a une équation différentielle de cette forme, n'est-ce pas, la solution est donnée par cette écriture. Donc, on va dire d'après l'indication, qu'est-ce qu'on obtient? D'après l'indication, on trouve que la solution P de x de cette équation différentielle, et qui est ce qu'on cherche, est égal à quoi? Est égal à, on va l'écrire ici comme c'est long, P de x égale à x moins a, le tout au carré, fois l'intégrale de 0 à x de q de t sur t moins a au cube, n'est-ce pas, dt, plus bêta, plus alpha, facteur de x moins a, plus k, facteur de x moins a au carré. D'accord? Maintenant, pour que p soit un polynôme, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que cette expression-ci soit un polynôme. Donc, il suffit que l'expression x moins a au carré fois intégrale de 0 à x de q de t sur t moins a au cube dt soit un polynôme. D'accord? Or, si on applique la formule de Taylor, à Q, n'est-ce pas, de degré P, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que Q de x est égal à lambda 0 plus lambda 1 facteur de x moins a plus lambda 2 facteur de x moins a au carré plus lambda 3 facteur de x moins a au cube plus point plus lambda p facteur de x moins a à la puissance p. Donc ça c'est la forme de Q. Donc pour que cette intégrale soit un polynôme, il suffit que cette partie-ci, il suffit qu'elle s'annule, n'est-ce pas? Donc, il faut et il suffit que lambda 0 soit égal à lambda 1, soit égal à lambda 2, soit égal à 0 pour que cette quantité-ci soit un polynôme, n'est-ce pas? Pour que x moins a au carré intégrale de 0 à x de q de t sur t moins a au cube dt soit un polynôme. Très bien. Donc, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que l'image de U, c'est quoi? C'est l'ensemble des polynômes Q de X, n'est-ce pas? Tel que Q de X s'écrivent sous la forme X moins A au cube multiplié par A de X, n'est-ce pas? Avec A appartenant à P. Donc, voilà donc la forme de l'image, la forme de l'image de U. Donc, on a su que si Q est sous cette forme ici, alors cette quantité ici est un polynôme et on a donc notre solution. Très bien. Donc, on passe à la question C. U est-elle injective? Est-elle surjective? Donc, on veut savoir si U est injective. Bon, déjà, ça c'est une question facile. Si vous calculez, on a calculé le caire de U. Le caire de U est différent de quoi? Est différent du vecteur nul de P. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que U n'est pas injective. U n'est pas injective. Très bien. Par ailleurs, U n'est pas surjectif aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu prends un polynôme qui n'est pas sous cette forme ici, n'est-ce pas? Si je prends un polynôme Q de x égale à x moins a au carré, ce polynôme-ci n'admet pas d'antécédent. D'accord? Parce que les seuls polynômes qui admettent des antécédents sont les polynômes de cette forme. X moins a au cube fois a de x. Donc, il y a des polynômes qui n'admettent pas d'antécédents. Ça veut dire que l'application n'est pas surjective. Très bien. Maintenant, on passe à la question D, la dernière question. Montrer que les valeurs propres de U sont toutes réelles et entières. N'est-ce pas? On va calculer les valeurs propres de U. Bon, pour faire ça, c'est simple. On va simplement dire